Ok, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est le Software Craft Romandie, donc la partie francophone de la Suisse. Aujourd'hui, on aura Julien Jobtopcu qui va nous présenter un sujet très intéressant sur pourquoi on déteste le Software Craft. Euh, Ça, c'est le grand truc. C'est un grand moment de la période. Il y a des pro-craft, il y a des contre-craft, il y a de tout. Sur les réseaux et tout ça, on entend de tout et de rien. Moi, j'ai mon opinion. Je pense qu'elle est très proche de celle de Julien. Voilà. Autrement, prochain événement présentiel, ça se fera au mois de mai. J'attends les dates encore. Ce sera Raleigh Souf qui va l'organiser. Donc, ça va arriver. Et puis, il y a du monde qui arrive, en plus de ça. Voilà, ce sera en présentiel sur Lausanne, exactement où, je ne sais pas encore. C'est possible que ça sera près de la gare de Lausanne. Et après, on a quelques propositions en fait de salles. Il y a peut-être chez Globaz, peut-être au Gotham, ou peut-être comme la dernière fois au Wagon. Donc voilà, on commence à avoir des propositions de sociétés, d'organisations qui nous proposent des salles. Donc c'est ce qui est très pratique. Puis peut-être que Fabien arrivera à nous faire rentrer à l'Oxine pour faire une présentation une fois. Hein, Fabien? Je viens de te voir arriver. Voilà. Ouais, Euh, Autrement, avec plaisir. avec plaisir. Ouais, j'espère bientôt. Allez, donc maintenant, je vous laisse avec Julien. Et puis bonne soirée. On se voit plus tard. Là, vous voyez mon écran. Ouais. Ouais, c'est bon, je te vois ton écran. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue pour cette session un petit peu spéciale. Pourquoi je dis que c'est un petit peu spécial? Simplement parce que cette session s'appelle Il y en a marre du software craftsmanship et elle est présentée par un coach craft. Alors pourquoi aujourd'hui j'anime ce genre de session? Parce que en fait, en tant que coach craft, je me suis rendu compte lors de mes missions, et c'est quelque chose que partagent mes collègues, on se rend compte dans la vie de tous les jours on ressent de plus en plus de gens qui sont réfractaires au mouvement du software craftsmanship. Alors, on s'est posé la question de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes ont pu, en fait, développer une sorte d'aversion, en fait, pour le mouvement. Eh bien, pour vous sortir un exemple de quoi je parle là, je vais vous citer un tweet qui a été fait il y a plusieurs mois de ça, une développeuse qui avait écrit sur Twitter, les gens qui parlent de code comme un savoir-faire ou d'un craftsmanship, c'est les pires gatekeepers de la tech. Redescendez de votre montagne, les gars. C'est pas une guilde avec un degré d'intronisation. Alors, on y voit que ça y va fort, et on pourrait se dire que cette personne exagère un petit peu, mais personnellement, moi, je ne trouve pas. Alors, vous allez peut-être me trouver dur, mais j'arrive à comprendre pourquoi, en prenant du recul, on peut en arriver à penser de ça, en fait, de la communauté du craft. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans ce tweet? On parle de gatekeeper de la tech. Alors, gatekeeper, si vous connaissez pas le terme, ça veut dire que, enfin, gatekeeper, à la base, ça vient des médias, ça veut dire, c'est la position qu'ont les médias vis-à-vis de l'information et le fait qu'elles vont sélectionner l'information et la donner au public ou pas, en fait. Donc, le gatekeeping, c'est ce pouvoir qu'on peut avoir vis-à-vis des gens. Et dans le social, ça a évolué vers le fait de vouloir garder pour soi sa position de privilège vis-à-vis des autres. Et donc, c'est quelque part une manière de garder la distance en se valorisant. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis le meilleur parce que je fais du TDD, du BDD, du DDD, parce que j'ai lu tous les bouquins fondateurs du craft, parce que je fais des katas tous les week-ends. Sous-entendu, vous en faites pas, donc forcément vous êtes nul, parce que vous n'en êtes pas là et vous êtes le meilleur. Donc c'est ça l'idée en fait de gatekeeper derrière. Et redescendez de votre montagne, c'est pas une guilde avec un degré d'intronisation, ce qui laisse penser que quelque part
Il y a une forme de compétition, de fame un petit peu dans le milieu. Et voilà. Donc, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas remarquées, mais c'est vrai que c'est des choses que moi, je vois de plus en plus partagées, en fait, par des gens, en fait, dans le développement logiciel. Donc, ça montre un gros décalage parce que au sein de la communauté Craft, voici un petit peu comment on se voit. Alors, il faut savoir que ce nuage de mots, je ne vais pas constituer n'importe comment. En fait, avec un collègue qui s'appelle Yann Dano, qui normalement j'anime cette session, qui ne pouvait pas être là ce soir, on a animé un meet-up organisé par Software Crafter Rennes. On avait 40-50 personnes et on leur a demandé, voilà, comment vous voyez au sein du craft, comment vous voyez la communauté craft. Et voici ce qui est ressorti. Donc en gros, c'est des valeurs qui sont proches de l'artisanat, c'est une culture qui prône des méthodes pour valoriser le savoir-faire, l'amour du travail bien fait, le partage, etc., etc. Et si on sort en fait de notre bulle et qu'on va discuter avec certaines personnes en dehors du mouvement, voici les mots qui ressortent le plus. Et qui étaient notamment, ce qui était très intéressant lors de Meetup, c'est qu'on avait aussi des gens qui n'étaient pas, qui ne se revendiquaient pas en fait du mouvement craft. Et voici ce qui a remonté. Il y a le fait que le craft, c'est souvent imposé aux équipes. Donc, gatekeeping, on a déjà parlé. Que c'est un mot valise, on ne comprend pas trop ce qu'il y a derrière. Ça veut un petit peu tout et dire. Il y a ce côté élitiste, hein, où on essaie de dire que c'est mieux, et puis ça va jargonner, ça va essayer de se positionner au-dessus des autres. Hors sol, par exemple, on ne voit pas trop quel est le rapport en fait avec les problématiques qu'on peut avoir dans notre quotidien, et notamment vis-à-vis de la prod et extrémiste, parce qu'on pourrait avoir des idées très arrêtées sur certaines choses. Donc, dans ce meet-up qui s'appelle « Y en a marre du craft » pour être plus inclusif, on va regarder dans le détail pourquoi nous, on pense qu'on en est arrivé là. Donc, je vous l'ai dit, c'est un meet-up que je fais normalement avec mon collègue Yann Dano, qui est fondateur de Shadow Studio, qui est un lab à Paris. Et donc, moi, je suis coach craft coach tech, puisque je ne fais pas que du craft, dans une ESN, dans une entreprise de société de services française qui s'appelle Shadow, qui est basée à Paris, Nantes et Lyon. Et donc, on va rentrer un petit peu dans l'analyse de tout ça. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, il va falloir qu'on s'aligne sur ce qu'on veut dire quand on parle de craft. Parce que même au sein de la communauté, quand on en parle, les gens vont en avoir en fait des définitions différentes. Alors, pour parler un petit peu de l'histoire, il faut revenir à la naissance de l'agilité, donc en 2001. Si vous connaissez comment ça s'est passé, en fait, il y a des personnes dans le milieu de la tech qui se sont réunies et qui se sont rendus compte que les manières de l'époque de faire du logiciel étaient complètement surannées, en fait. Et c'était le cycle en V, c'était rigide, on allait dans le mur avec ce genre de méthode. Et ils se sont dit, en fait, on ne peut plus travailler comme ça. Donc, ils ont comparé leur expérience et à partir de là, ils ont comparé ce qui avait tendance à marcher et ils en ont écrit un manifeste qui est donc le manifeste agile. Donc, qu'est-ce que dit ce manifeste, hein? Ça va prôner en fait des valeurs, et ce qu'on nous dit, c'est que dans leur expérience, ils ont été amenés à valoriser afin de mieux développer des logiciels par la pratique. Les individus, leurs interactions plus que des processus et des outils, les logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au changement plus que suivi d'un plan. Donc, ils reconnaissent la valeur des seconds éléments, mais ils privilégient les premiers. Donc, ça, c'est l'agilité. Ça va démarrer doucement, ça va commencer à prendre de l'ampleur jusqu'à devenir hyper mainstream et complètement effacé, pas totalement, mais la position, on va dire, de monopole qu'avait le cycle en V à l'époque. Et donc maintenant, on en a partout.
Et le truc, c'est que en devenant mainstream, eh bien sûr, c'est devenu, ça a observé des dérives. Hein. C'est-à-dire que l'agilité, on a essayé de convertir des domaines hors de la tech. Hein. On est allé voir des RH pour leur dire ah, mais vous serez peut-être plus efficace en étant agile. On est allé voir des gens qui faisaient des industriels, on est allé voir des buralistes, des garagistes, tout ce que vous voulez en fait. Et on a commencé à faire de l'agilité à outrance. Et il y en a d'autres qui se sont dit l'ancien monde est un petit peu perdu là-dedans. On a un petit peu du mal à continuer notre fétichisation du contrôle et pourquoi pas faire une espèce de trait d'union où on va permettre en fait de leur donner une impression de contrôle à du management et ça nous permettrait de vendre des certifications et je vous passe à côté de Safe, etc., que vous connaissez sur peut-être et eu peut-être une expérience douloureuse avec ce genre de truc. Et là-dedans, en fait, il y a des gens qui ne se reconnaissent plus dans le mouvement agile, et notamment des développeuses et des développeurs. Donc en 2009, il y a une partie de la communauté qui se rend compte qui se dit que ça s'éloigne grandement de leurs aspirations, en fait, et du fait de construire du logiciel. Les agilistes commencent à presque être méprisants vis-à-vis des développeurs, à prendre de la distance, à ne vouloir discuter préférablement avec les managers. Et donc, ils vont commencer à mal voir un petit peu cette communauté. Et ils se sont dit, il va être temps, en fait, maintenant de recentrer l'agilité sur le développement logiciel. Et on va recommencer à valoriser le savoir-faire lié au métier du logiciel pur et plus se focaliser seulement sur l'organisationnel et valoriser l'excellence. Parce qu'au final, on continue à concevoir des logiciels d'une certaine forme de mauvaise qualité. Donc en fait, en 2009, l'idée par Robert Martin, qui était un des signataires du manifeste Agile, sort le manifeste Craft. Et donc, ce qu'on peut lire dans ce manifeste, c'est qu'en tant qu'aspirant artisan du logiciel, nous relevons le niveau du développement professionnel de logiciels par la pratique et en aidant les autres à acquérir le savoir-faire. Grâce à ce travail, nous avons appris à apprécier pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Et là, ce qui est très notable, c'est qu'en fait, c'est une forme d'extension du manifeste Agile qui finissait par, si vous vous rappelez, c'était des logiciels opérationnels plus qu'une documentation. Et là, on va plus loin, on dit pas seulement des logiciels abstraits, mais des logiciels bien conçus. Donc ensuite, pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constant de valeur, pas seulement les individus de leur interaction, mais aussi une communauté de professionnels, pas seulement la collaboration avec ses clients, mais aussi des partenariats productifs. Donc, le craft... Il y a quelqu'un qui a des sur son micro. Donc, le craft, en fait, c'est ça. Donc, c'est un manifeste qui prône des valeurs. Et c'est pas plus. Non. Et d'ailleurs, quand on va lire ce qu'il y a écrit dans le manifeste, quelque part, on n'est pas en train de lire un discours d'école de commerce où on vous explique vous êtes le meilleur de l'industrie et vous allez bouffer tout le monde, en fait. On n'est pas en train de surgalvaniser les gens. Il y a une forme un petit peu de modestie au début en tant qu'aspirant artisan du logiciel. Et donc, d'où ça vient tout ça D'où ça vient cette défiance vis-à-vis du craft? Parce que ces prônés-là, il y a certaines des choses qu'on pourrait potentiellement améliorer, voire potentiellement critiquer, mais dans le fond même, personne ne vous dira non, on ne veut pas faire des logiciels bien conçus, je pense, en tant que développeur ou développeuse. Ça n'a pas de sens. Et personne ne va vous dire que c'est OK de prendre 6 mois à mettre en prod la plus petite des modifications. Donc, d'où vient en fait cette défiance vis-à-vis du craft? Eh bien, le problème, comme toujours, au final, il est humain. Si on analyse un petit peu ce que les gens reprochent, c'est très souvent lié plus aux gens de la communauté qu'au craft directement. C'est plutôt lié à des défauts de posture qu'on peut avoir, nous, dans la communauté craft. Et pour le coup, je nous inclus tous. On va voir un petit peu d'exemples de choses qui ne vont pas. Il y a des cas extrêmes, bien sûr, mais je pense qu'on contribue tous à, sans le vouloir, en fait, à des fois véhiculer une image qui
qui peut un peu fatiguer les gens autour de nous. Par exemple, il y a une question que j'aimerais vous poser là, mais bon, après, comme je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas si vous allez me dire oui ou non, mais euh, si on revient un petit peu à cette histoire du craft qui était là pour corriger en fait la dérive de l'agilité, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont un peu une mauvaise opinion des coachs agiles? Alors, généralement, quand je pose cette question, il y a toujours des gens pour me dire oui. Et personnellement, je pourrais vous dire oui aussi parce que j'ai des mauvaises expériences vis-à-vis de coachs agiles qui avaient tendance à être des gatekeepers, d'être hors sol. Et au final, je vais vous ressortir exactement ce qui est sur slide de ce que les gens reprochent au craft. Et c'est bizarre au final quand on peut se poser la question. Hein. Est-ce qu'on ne serait pas devenus les nouveaux agilistes en voulant corriger l'agilité et au final, on a reproduit les mêmes problèmes. C'est quand même quelque part une grosse leçon d'humilité parce qu'on a cru qu'en faisant une espèce de reset sur les valeurs, ça allait automatiquement en fait changer les choses. Mais il s'avère que non, parce que le problème vient de nos comportements. Alors, là, pour attaquer le détail de ce qui pourrait ne pas aller, enfin, de ce qu'on a vu vis-à-vis de ce qu'on a, enfin, dans les comportements de chacun et les nôtres d'ailleurs, je vais vous citer un exemple là, c'est une expérience que partage d'habitude Yann. Un jour, dans un meet-up craft à Paris, il s'est rendu compte que systématiquement, il y avait toujours une personne pour poser une question. Et cette question, c'était comment convaincre les gens de faire comme moi? Et rétrospectivement, on se rend compte qu'en fait, cette question est très problématique. Parce que ça part d'un bon sentiment, mais ça sous-entend quand même que, quelque part, le craft, c'est un peu la seule voie pour bien faire. Et à force de le sous-entendre, eh bien, on est en train d'induire que de ne pas en faire, c'est d'être nul. Et si on analyse, en fait, ce qu'on veut dire par le craft à ce moment-là, et quand on veut dire je veux convaincre les gens de faire comme moi, le pire, c'est que on va très vite se rendre compte que les gens vont transformer les valeurs du craft en des pratiques. Par exemple, on va vous dire en réalité, mais comment j'amène les gens à faire du TDD, du BDD, des katas? Et donc, on a réduit le craft à ces pratiques, à ces pratiques, à ces outils. Mais j'aimerais vous poser encore une fois une question. Vous n'allez pas pouvoir me répondre directement, mais j'aimerais vous poser cette question-là. Est-ce que lorsqu'on fait du Scrum, on est forcément agile? Eh bien, je suis quasiment sûr que vous pensez que non. Ce n'est pas le fait de faire du Scrum qui vous garantit l'agilité. Et on voit plein de gens faire du Scrum qui ne sont pas agiles. Eh bien, c'est pareil quelque part avec le craft. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait du TDD, du BDD et le reste, eh bien qu'on va faire qu'on est craft ou qu'on va faire de la qualité quelque part. Et il y a beaucoup de croyances en fait sur ce que doit être une personne craft, c'est-à-dire de maîtriser ce genre d'outils, etc. Alors que ce n'est pas plus que vraiment adhérer aux valeurs du craft. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a réussi à prendre du recul vis-à-vis des pratiques de l'agilité, en disant que Scrum, etc., ça ne représente pas l'agilité, mais on n'a pas pris assez de recul vis-à-vis de notre mouvement craft. Et des exemples de ça, on a plein. On a vu des fois des coachs craft, en fait, débarquer chez des clients pour faire des audits sur les pratiques, etc. Et je vous simule la scène, ils arrivent devant une équipe, ils ont une espèce de checklist et ils font vous faites du TDD, Test Driven Development? Ah non? Ah bon? Ok. J'imagine que du coup, si vous ne faites pas de TDD, BDD non plus. Hein? Ça, je m'en doutais. Et donc, si pas de TDD, pas de BDD, on peut se croire que DDD, c'est mort, n'est-ce pas? Hein? Donc, quelque part, il y a un petit peu cette espèce de position. On se positionne un peu au-dessus des autres parce qu'on sait faire des pratiques et les autres non. Et on a une forme d'être des prédicateurs qui imposent des pratiques quelque part. Et en étant jugeant si les autres ne les abordent pas. Donc, et pourtant, le manifeste, je le répète, ne parle pas d'outils. Et c'est parce qu'on utilise les outils du craft qu'on suit les valeurs du craft. Et comme à l'inverse, c'est pas parce qu'on
suit les valeurs du craft, qu'on est obligé d'utiliser en fait les outils du craft pour être un crafter. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on rentre un peu dans nos têtes dans la communauté. Il faut savoir que les outils ici nous permettent juste de nous donner des moyens de réaliser au mieux ce qu'on doit faire selon le contexte. Et le selon contexte, c'est important, on va y revenir après. Parce que en fait, les crafters et les crafteuses sont tellement convaincus qu'ils réussiront grâce aux outils du craft qu'ils dirigent un petit peu ces outils comme étant des, comme étant voilà, le moyen ultime. Et ils sont vraiment persuadés que c'est grâce à ça qu'ils vont réussir. Mais pourtant, le craft, ce n'est pas une science exacte. Et les outils ne vont pas vous garantir le succès. D'ailleurs, il y a très peu d'études scientifiques qui démontrent la supériorité des outils du craft vis-à-vis du reste. Et si vous regardez un petit peu les études scientifiques sur le test-driven development, il n'y en a aucune qui sont concluantes. Alors, quand je dis concluantes, il n'y en a aucune qui démontre si c'est plus efficace ou pas. Ils n'arrivent pas à trancher d'un côté ou de l'autre. Il y a même des études qui expliquent pourquoi les études sur le TDD n'arrivent pas à être concluantes. Donc, ça devient très méta. Par contre, si on regarde Accelerate, donc il y a une étude scientifique de 2018 sur la performance opérationnelle, ce que tend à montrer cette étude-là, c'est que le fait d'avoir des designs testables est un facteur de corrélation de la performance opérationnelle et le TDD, c'est un moyen d'arriver là. Après, il faut savoir aussi bien appliquer le TDD. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ça, bien sûr, c'est qu'il n'y a vraiment rien du point de vue scientifique qui démontre la supériorité des outils du craft et que le fait d'utiliser les outils du craft, en fait, va garantir le succès. Et pour moi, en fait, dans la philosophie même du craft, c'est qu'il faut être éclectique. Alors, éclectique, pas au sens j'aime de tout, mais au sens philosophique du terme, c'est d'aborder le meilleur outil selon la situation. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit un truc, une phrase que j'adore parce que je trouve que c'est tellement vrai. Et un jour, il m'a dit que les devs sont des personnes qui sont plus amoureux de leur, enfin, ce seraient des personnes qui sont plus amoureux de leurs outils que ce qu'ils produisent. C'est comme si, en fait, on avait des peintres qui étaient amoureux de leur pinceau plus que de leur toile. Et c'est vrai qu'on est un petit peu comme ça, au final, dans notre métier. Et au global, ça, ce n'est pas lié qu'au craft. Et le truc aussi, c'est que dans cette croyance qu'on va avoir du succès via nos outils, c'est donc, je l'ai dit, c'est d'ériger les outils comme étant, le truc qui va résoudre toutes les situations, en fait, quel que soit le contexte, mais il n'existe pas de silver bullet. C'est d'ailleurs, je vous ramène à Frédéric Brooks qui avait écrit tout un article sur les effets silver bullet. Alors, je ne sais plus si c'était exactement dans The Mythical Moments ou c'était un papier qu'il avait écrit après. Mais il n'y a pas d'outil magique, quelle que soit la situation, ce qui veut dire qu'il ne faut pas, en conséquence, l'imposer aux autres. Alors, pour vous donner une illustration, en fait, d'endroits où on a pu réussir sans le craft, je vous présente là Margaret Hamilton qui, dans les années 60, tient ici dans ses mains le code du navigateur de la fusée Apollo. Donc, on voit que c'est quand même pas mal de lignes de code. Et je peux vous dire que si là, en fait, Musk rachetait la NASA à l'époque, elle y reste, parce qu'elle a écrit suffisamment de lignes de code, si vous avez vu ce qu'il avait fait chez Twitter récemment. Et donc, à l'époque, en fait, un programme comme ça, ça met énormément de temps à compiler. Ce qui veut dire qu'à faire du TDD, c'est compliqué, parce qu'il nous faut des boucles de feedback courtes. Quand vous mettez plusieurs heures, voire plusieurs jours à compiler, vous n'en sortez pas. Et d'ailleurs, moi qui viens de l'informatique industrielle et de l'embarqué, pourtant, au crafter aujourd'hui a appliqué quasi totalement tout le temps le TDD. Je sais qu'à l'époque, à cause des contraintes qu'on avait, c'était quasi impossible de faire du TDD avec la meilleure. Alors, je pense qu'on pouvait s'en sortir d'une certaine manière, mais pas au niveau de ce qu'on fait aujourd'hui dans l'informatique de gestion. Ça peut être très complexe. Donc, en fait, là, si on revient dans les années 60, ils y sont quand même arrivés, en fait, à
a lancé la fusée Apollo et le navigateur, en fait, a pu amener les astronautes sur la Lune. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des moyens de faire du code de qualité et de suffisamment de qualité sans le TDD. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que le TDD ne sert à rien. Attention, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'il faut laisser la place à autre chose aussi. Et il faut aussi accepter que des gens ne fassent pas du TDD. Parce qu'au final, ce qui est important dans une pratique, ce n'est pas la pratique en elle-même. C'est plutôt de savoir ce qu'apporte la pratique. Hein. C'est-à-dire qu'une pratique, ça va vous apporter par exemple, je l'ai dit, le TD, ça vous amène du design testable, le fait que vous ayez du code qui soit couvert par des tests, de la confiance, etc., etc. Mais si les gens arrivent à voir ça d'une autre manière, pourquoi leur imposer le TDD, par exemple? Et il est préférable, même pour avoir de l'adoption au final, lorsqu'on travaille avec des personnes qui n'ont pas notre pratique, de réussir à faire évoluer les personnes dans leur propre pratique, c'est-à-dire les améliorer pour couvrir ce qui manque, plutôt que de prendre les trucs sur étagère et dire faites ça, en fait. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'alternative au TDD assez puissante aujourd'hui qui ferait que pour le cas du TDD, on le prendrait. Sauf, je pense, si on fait des gens qui font du TCR, bon, ils sont quand même allés un petit peu plus loin que le TDD, donc on pourrait croire que c'est plutôt une forme d'extension, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est d'être un petit peu méta et d'accepter aussi que les gens puissent faire autre chose. Donc, ce qui est assez notable aussi, c'est que j'ai remarqué que très peu de personnes dans la communauté craft s'étaient posé la question de d'où venaient en fait nos outils du craft. Eh bien, malheureusement, alors c'est peut-être pas, vous n'avez peut-être pas tous apprécié ça, mais il s'agit en fait un peu du culte du cargo. Alors, si vous avez jamais entendu parler du culte du cargo, en gros, le culte du cargo, c'est par exemple, vous avez acheté le bureau de Victor Hugo, sa plume, son papier, et vous espérez pouvoir écrire Les Misérables avec le même succès. C'est ça le culte du cargo. C'est Google qui a pondu Kubernetes, du coup, pour faire du Kubernetes, où Google a dit que leur succès était lié aux OKR. Tout le monde se met à faire des OKR sans vraiment comprendre le pourquoi du comment et si c'est vraiment adapté à leur contexte. Alors que les OKR, ça date des années 70 et c'était les sales Intel qui l'avaient inventé. Quoi. Avant Google, personne n'en avait entendu parler de ce truc. Peu de gens, en fait. Donc, c'est un petit peu le culte du cargo, c'est vraiment appliquer des trucs par la hype ou parce que une autorité nous a dit que c'était bien, en fait. Donc, pourquoi je vous parle du culte du cargo? Eh bien, parce que, en fait, si vous regardez d'où viennent les pratiques du craft, là, je vous ai cité ici, je vous ai fait un screenshot sur les signataires du manifeste AG. Eh bien, en fait, la communauté craft s'est un peu renforcée vis-à-vis des profils les plus techniques qu'il y avait au moment de la signature les figures d'autorité qui avaient signé le manifeste. C'est-à-dire que Robert Martin, en 2002, a sorti Agile Software Development, dans lequel il parle des principes solides. Ken Beck, en 99, dans Extreme Programming Explained, théorise Test-Driven Development. Andrew Hunt et Dave Thomas, dans The Pragmatic Programmer, nous parlent des katas. Et donc, ça, c'est devenu les éléments fondateurs, en fait, des pratiques du craft, alors que rien de tout ça n'est cité, eh bien, dans le manifeste craft, qui en plus est extérieur à ces pratiques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Hein. Donc, ce sont des éléments, hein, ils peuvent être adaptés à certaines situations, mais pas forcément à tout. Et ce qui est vraiment notable, hein, c'est toujours pareil dans notre métier, comme je l'ai dit, c'est de prendre le meilleur outil pour le meilleur contexte. Et il faut toujours analyser l'espace du problème avant de réfléchir à une solution. Et le problème, c'est qu'on choisit une pratique avant d'avoir analysé le problème, eh bien, on fait ce qu'on appelle du solution push, qui va grandement, en fait, avoir un effet souvent négatif sur ce qu'on va être amené à produire. Et de même manière, il faut faire attention au biais du survivant. Alors, le biais du survivant, c'est le fait de survaloriser, en fait, lorsqu'on a mis en place, par exemple, une pratique, les effets bénéfiques de cette pratique et ne pas assez regarder, en fait, sur les paramètres qui pourraient atténuer, on va dire, les effets d'une pratique dans nos propres expériences.
Parce que quand on est nous-mêmes, en fait, de la communauté craft, bah forcément, quand on va appliquer TD, que ça nous a apporté de la valeur, on va valoriser le fait que ça nous apporte de la valeur. Mais peut-être que ça a eu aussi quelques drawbacks sur certaines choses autres, et on va tendance à atténuer ça. Mais là où c'est plus notable, c'est que même si ça vous avait, vous, amené beaucoup plus, enfin, énormément de valeur, lorsque vous allez être projeté dans une nouvelle expérience, et que dans cette expérience, les gens ne font pas du TDD ou du BD ou quoi qu'est-ce, en fait, eh bien, ça va piquer, en fait. Ça va piquer un petit peu votre ego parce que vous dites, bah, moi, j'ai été sauvé par le TDD ou autre chose. Hein, ça m'a amené de la valeur. Et les autres, là, en face de moi, ils n'en font pas. Et ils ne se rendent pas compte, en fait, que potentiellement, ils pourraient être meilleurs, en fait, s'ils utilisaient du TDD. Eh bien, sachez une chose, c'est pas parce qu'une pratique vous a sauvé que ça va sauver les autres. Ça, c'est une projection, en fait, où vous essayez de confirmer pour vos choix de l'époque et vous rassurer sur le fait que c'était les bons choix. Et vous essayez de répliquer le succès comme ça sur un nouveau contexte en imposant, en fait, la pratique aux autres. Donc, et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce qu'on ne peut pas infliger comme ça des pratiques. Hein. Le souci qu'on peut avoir aussi vis-à-vis des pratiques, c'est qu'en tant que crafter ou crafteuse, on a tendance aussi à vouloir les appliquer dans leur entièreté. Hein, c'est-à-dire, pour faire du DDD, il faut savoir faire du DDD stratégique avec des storming, du bandit de contexte, du context map, ubiquitous language, etc. Mais aussi faire du DD tactique avec les agrégats, les value objects, les entités, les domain events, et puis du CQRS, event sourcing, etc. Donc, on a un truc qui peut être très overwhelmed en français, c'est qui va noyer un petit peu les gens et qui va mettre une certaine forme de marche pour l'adoption d'une pratique. Mais c'est pas du tout efficace de faire comme ça parce que ça va décourager les gens. Et pour répondre un petit peu à la question que posait au début la légende dans le Meetup Craft sur comment on fait pour amener les gens à adopter un petit peu nos valeurs, parce qu'au final, c'est plus ça qu'on demande qu'à adopter nos pratiques, eh bien, il faut se focaliser sur la douleur de l'équipe et les convaincre par les bénéfices et non via les moyens. Ça, c'est très important. À chaque fois que vous allez vouloir convertir quelqu'un au DDD en disant le DDD c'est bien et vendre le DDD par le DDD, vous allez écœurer les gens. Et notamment, en fait, l'agilité nous a un petit peu savonné la planche, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on introduit un nouveau truc, on dit tiens, maintenant on va faire du DD ou tiens, maintenant on fait ça. Les gens disent oh là là, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Non, j'en ai marre. Tu vois. Donc, ça, en fait, c'est pas forcément la meilleure manière de faire. Et là, une petite anecdote, mon collègue Yann a travaillé dans une boîte qui développait des caisses enregistreuses et il avait des véritables soucis vis-à-vis de la manière dont il représentait les prix. Selon certains endroits du code, il fallait interpréter ça avec les centimes. Enfin, les centimes, des fois, ils étaient là, des fois, ils n'étaient pas là. Des fois, la précision n'était pas la même parce que c'était du float, des fois du décimal. Enfin, bref, c'était un carnage. Et donc, il aura amené, en fait, le concept des value objects. Donc, c'était de wrapper, en fait, les prix, au lieu d'utiliser des types simples, string, machin, bidule, en fait, on wrappe ça dans une classe prix. Et à la demande, en fait, on lui demande de se donner une représentation en bits décimales, avec des centimes, pas des centimes, etc. Ce qui les a énormément sauvés, en fait. Enfin, ce qui leur a apporté de la valeur. Mais il n'est pas arrivé en disant, faites du DD, ça va vous sauver. Il a dit, tiens, est-ce que ça ne nous aiderait pas, en fait, d'adopter, de créer une classe prix, etc., etc. Ah oui, c'est cool, ça nous apporte de la valeur. Et by the way, en fait, ça, c'est du value object et ça vient du DDD. Et l'effet bénéfique de ça, c'est qu'au final, eh bien, les gens comprennent pourquoi ça leur apporte la valeur au lieu que le truc théorique qu'on dit dans un coin et qu'on leur dit appliquer ça. Et ils vont s'intéresser à la chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus le voir par la suite et ont dit, tiens, j'ai cherché un petit peu, j'ai vu qu'il y avait les entités en DD, est-ce que tu peux m'en parler, comment ça peut m'aider, etc. Donc, en fait, ils vont être eux-mêmes, ça va leur permettre, vous allez créer de l'engagement en faisant ce genre de choses. Donc, c'est important dans le contexte d'analyser la peine en fait des gens que vous accompagnez ou de vos collègues et trouver en quoi en fait vous pouvez les aider et s'adapter à eux et pas faire l'inverse en fait, sans pousser pour le truc qui vous a sauvé. Donc il ne faut pas faire une religion des outils parce que c'est ça qui va écœurer les gens. Donc les pratiques, les outils,
ne font pas le craft, hein, ni les logiciels bien conçus d'ailleurs. Hein. Ce sont les comportements de chacun qui doivent observer les valeurs du craft. C'est ça que, en gros, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous expliquer. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que j'arrête pas de dire que le contexte, ça compte. Et dans le contexte, il y a les gens, en fait. Hein, donc, on ne peut pas, de manière complètement hors sol, en fait, dire il faut faire du dev sourcing, alors que les gens ne sont pas prêts à ça, en fait. Quand je dis pas prêt à ça, je ne parle pas de niveau de personne, mais mentalement prêt à se lancer dans ce genre d'aventure ou de gérer ce genre de learning curve. Et on en parlera un petit peu après. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que de manière assez implicite, on va avoir tendance à faire comprendre aux gens que faire du craft, c'est mieux. Et d'ailleurs, il y en a même qui y vont explicitement, hein, qui vont vous dire, il n'y a pas très longtemps, je suis allé dans une conférence craft et il y a une boîte qui était sponsor et qui a commencé, en fait, il y avait en gros, les sponsors avaient un petit peu de temps au début pour présenter leur boîte et la première chose qu'ils ont dit, c'est vous êtes les meilleurs de votre domaine. Moi, je trouve ça un peu abusé perso, mais waouh, à force de bourrer le mou comme ça aux gens, il va se passer des choses qui sont pas très cool. Et on va voir ce qui se passe généralement. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est parce qu'on fait du craft qu'on est meilleur? On va le voir. Alors pourquoi, en fait, il y a cette idée que être crafter, être crafteuse, c'est être meilleur? En fait, il y a une forme de cynisme qui existe un petit peu dans certaines parties de communauté où on dit que pour être plus bankable sur le marché, il faut, et pour pouvoir vendre de la presta, ou pour se faire plus de gros salaires, ou vendre des formations, en disant, je ne sais pas, moi je détiens le vrai TDD, je suis le seul à le faire, donc venez à mes formations et vous saurez faire du vrai TDD, les autres ne savent pas le faire. Et donc en fait, une manière de vouloir se valoriser vis-à-vis des autres pour des objectifs qui peuvent être très personnels. Hein. Je l'ai dit, hein. Pas de bankable, etc., etc. Et ça joue sur beaucoup de biais, ça. Ça joue sur le côté un petit peu nouvelles choses qui brillent, que les autres ne savent pas faire pour se valoriser, mais aussi sur le biais des entreprises qui ne font pas de craft. Parce que le message qu'on est en train de leur envoyer, c'était le même message qu'on leur envoyait d'ailleurs à l'époque hein, avec l'agilité, c'est le fait qu'elles sont à la traîne si elles n'en font pas. Hein, et qu'elles ne peuvent pas faire les choses correctement si elles n'adoptent pas le craft. Et du coup, on arrive dans des situations qui deviennent des fois un peu ubuesques, et je vous en parlais un peu après. Parce que ce qu'on essaye de faire là, c'est de se valoriser les uns les autres. Donc c'est là où on va créer un petit peu une forme de gatekeeping. Que ce soit les devs qui veulent se faire passer pour étant les meilleurs, ou les boîtes qui, au final, se disent, mais si les meilleurs, ce sont les crafters, les crafteuses, je vais recruter des crafteuses et des crafters. Hein. Donc, en fait, il y a beaucoup de boîtes qui se mettent à adopter le craft sans vraiment adhérer aux valeurs. Mais parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'en termes d'image et la pression sociale d'apparence, en fait, c'est ça qu'il faut être. Sinon, en fait, ça veut dire que les gens vont considérer qu'on ne fait pas bien les choses ou qu'on n'a pas les meilleurs. Et c'est un peu ce qui a tué à petit feu l'agilité. Donc, quelque part, on est en train d'entretenir un cercle vicieux. Il dit que si tu ne fais pas de craft, tu es nul d'un point de vue de la communauté et des entreprises, hein, à cause de l'image indirecte qu'on renvoie vis-à-vis du craft. Et à force de rendre les choses bankable, eh bien, les pratiques ont perdu de leur essence. Un exemple, mon collègue Yann, qui est amené à amener des entretiens, est tombé un jour sur un candidat qui lui a dit moi, je sais faire du TD. Ah, ok, cool. Tiens, ça te dit qu'on fait un kata pour voir comment tu pratiques le TDD, etc. Et là, il s'avère que la personne commence par écrire son code de prod. Et donc, Yann attend, il essaie de voir comment il évolue, il continue dans son code de prod et il lui dit, mais tu n'écris pas de test du coup? Il dit, ah si, mais moi, dans le TDD, les tests, je les écris après. Et alors, je ne sais pas si ça vous fait sourire, mais malheureusement, ça arrive.
Et on peut se dire, mais est-ce que la personne n'a vraiment rien compris à ce qu'était le TDD? Alors, on peut se dire, on peut prendre des libertés et pas être des gatekeepers sur le TDD, mais quand même, le principe, c'est d'écrire ces tests avant, quoi. Eh bien, le truc, c'est qu'on peut même pas en vouloir à cette personne. Parce que ça se trouve, cette personne-là, en fait, est dans une entreprise qui dit, nous, on fait du craft sans vraiment en faire. Et il y a des gens qui vont dire, bah voilà, nous, on fait du TDD, alors que les personnes ne font pas la différence avec ce qu'ils font d'habitude, hein, juste parce que ce sont des keywords, en fait. Ce qui fait que ça crée des millions de personnes comme ça qui croient faire certaines choses et qui voient qu'en plus c'est demandé par des entreprises et qui vont mettre ça comme des keywords sur leur CV parce qu'on leur a dit que c'était ça qu'ils faisaient et qu'on leur a dit que c'était bankable. Et pour vous donner un autre exemple, après j'imagine que enfin, j'ai un autre exemple là-dessus aussi qui est assez marrant. Moi, un jour, chez un de mes clients, j'ai un product owner qui demande à un développeur de lui montrer ses TDD. Alors là, je peux vous dire, je suis levé de ma chaise et je suis allé voir ce qui allait se passer parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va lui faire un kata pour lui montrer des baby steps et voir comment on écrit d'abord des tests, etc. Et là, en fait, la seule chose qu'il lui a montré, c'était son rapport de test. TDD pour son product owner, c'était son rapport de test et de voir s'il était vert ou pas. Hein, c'est quand même incroyable. Et ça, je ne sais pas si vous partagez, mais on en voit partout. Dans une autre mission avec Yann, en fait, on accompagnait une boîte qui nous présentait ses OKR, hein, ses objectifs, et qui nous expliquait que l'objectif là de la boîte, donc les objectifs stratégiques, hein, en tout cas à ramener à cette équipe-là, c'était de faire du behavior driven development. On s'est regardé avec elle, on dit, c'est la première fois qu'on voit une boîte dire notre objectif c'est de faire du BDD. BDD, c'est un moyen en fait. Qu'est-ce que vous cherchez à résoudre avec ça? En fait, il nous explique que en réalité, ils se rendent compte que les devs ont tendance à développer des choses et c'est jamais ce qui était attendu. Donc ça va en prod, c'est jamais ce qu'il fallait, c'est pas fonctionnement ce qu'on voulait, donc il y a beaucoup d'allers-retours comme ça. Ok, bah oui, effectivement, le BFD, ça peut vous aider à résoudre ce problème. En revanche, en faire un objectif, comme c'est un moyen, c'est pas terrible. C'est pas vraiment un objectif business, ça, hein. Mais ce qui me titillait, moi, c'est de dire, si vous connaissez les OKR, c'est ça va être quoi leurs critères de mesure de succès? Parce qu'il y a les key results, en fait. Et donc, comment ils vont mesurer le succès de l'atteinte à l'objectif du BDD? Eh bien, ils disent, bah, c'est très facile, en fait. On va mesurer, accrochez-vous, le nombre de fois entre un développeur et un PO où ils se parlent sur une user story, et ça ne doit pas dépasser 2. Ah ouais, alors déjà, je ne vous raconte pas la difficulté de mettre ça en place, ce genre de mesure en vrai. Et puis, il se passe quoi? Le développeur, il a déjà parlé 2 fois à son product owner, il n'a pas compris la user story. Tais-toi, 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 parce que sinon, en fait, on va rater notre objectif. Ou, en gros, on est quoi? On est dans qui veut gagner des millions. Il a eu son premier bonus 50-50, la vie du public, et maintenant, c'est terminé, quoi. Alors que le BDD, en fait, c'est tout le contraire. Le BDD, ça vise à maximiser en fait les échanges entre un PO et, enfin, en tout cas, les experts du métier et les développeurs et les développeuses. Donc, mesurer le nombre d'échanges entre les gens, c'est pas du tout en fait un bon indicateur. Mais pourquoi on en est là? Bah, parce qu'en fait, on a dit à cette boîte, il y a des gens qui ont dit à cette boîte, le BDD, ça va vous sauver. Le BDD, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire ça. Mais ils ne savent pas ce que c'est que le BDD. Donc, en fait, ils voient autour d'eux que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Eh bien, ils vont l'appliquer de manière très naïve et même antinomique vis-à-vis de la philosophie du truc. Et ce qui va entretenir grandement, en fait, ce cercle vicieux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça, en fait, pour moi, c'est un renforcement de ce que j'appelle la loi de l'essentialisation. La loi de l'essentialisation, c'est qu'à chaque fois que vous avez une culture qui est carbo-cultée ou dans la hype, les gens vont la réduire à quelque chose qu'ils peuvent contrôler et rendre ça un petit peu palpable, en fait, pour pouvoir le montrer aux autres comme un faire-valoir. Hein. Par exemple, je suis agile, j'ai des stand-up. Je, regardez, je suis agile, j'ai un board Jira où celle-là, je l'adore.
on fait du DevOps, c'est même le nom du métier du gars à côté de moi, c'est un DevOps, lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que de l'Ops, il ne fait pas de développement, mais c'est un DevOps, le mec. Voilà. Donc ça, c'est du coup le problème qui fait qu'on va désessentialiser les pratiques. Elles vont perdre du sens à cause de ce genre de dérive. Excusez-moi. Alors, pour revenir en fait à notre sujet de est-ce que les crafters sont les meilleurs? Alors, je ne sais pas si vous savez qui sont sur ces photos-là, sur cette photo, pardon. Il s'agit d'Usain Bolt et de son coach. Alors, à votre avis, si je vous pose la question, lequel des deux court le plus vite, je pense que vous avez une petite idée de qui c'est. Hein. Vous allez me dire, c'est Usain Bolt. Et qu'est-ce qu'on essaie de vous dire par cette photo? C'est le fait que ce n'est pas parce que vous êtes coach ou que vous êtes craft, en fait, que vous êtes meilleur que les personnes que vous accompagnez ou que vous essayez, en fait, de faire monter en compétences. Parce que Usain Bolt, ça pourrait être un escargot, son coach, il va pas en faire grand-chose. Hein. Et inversement, Usain Bolt, il serait pas la personne qu'il est aujourd'hui, et bien sans son coach. Mais un coach, on lui demande pas en fait de savoir mieux courir que lui. Hein, on vous demande pas en fait en tant que coach de savoir mieux faire du TDD que les autres. En fait, ce qu'on attend d'un coach ou d'un crafter qui est censé répandre un peu son savoir-faire, c'est d'aider les autres à s'améliorer en ayant un niveau de recul que les autres n'ont pas. Hein. C'est cette espèce de ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement, dont on ne fait pas partie quand on est un petit peu extérieur des choses comme ça. Mais à force de dire qu'on est l'élite et qu'on est le meilleur, les gens finissent par y croire, ce qui fait que on va débarquer en entreprise, et même des fois, même sans le vouloir, hein, les gens vont considérer qu'on va les sauver. Et ça va nous mettre une forme de pression de manière inverse si on n'est pas du tout dans le genre de délire. Alors qu'on n'est pas là pour sauver les gens. Hein. Ils vont croire qu'on va avoir la science infuse et qu'on va régler tous les problèmes, alors que non, on est juste là pour... de toute façon, ce que je dis généralement en coaching, vous arrivez pour mettre en place une pratique, vous finissez toujours pour faire de l'humain. Hein, parce que le problème, c'est plus que très souvent, c'est totalement la communication entre les gens. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas ériger les coachs en héros. C'est pour ça qu'il ne faut pas ériger les figures d'autorité du milieu en tant qu'héros. Alors, une autre anecdote. Un jour, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit qu'il aimerait que ses devs améliorent leur pratique parce qu'ils ont tel et tel problème et qu'ils pensent que le software craftsmanship, ça peut les aider. Effectivement, vu les topologies de problèmes qu'on me décrit, ça pourrait. Mais il me dit quelque chose qui m'a un petit peu choqué. Il m'a dit, surtout, si tu viens, en fait, leur dis pas que c'est du craft. Et là, j'ai fait, pourquoi? Parce que sinon, ils vont me taper. Oula, ce qui s'est passé. Et bien, au final, ils ont eu une bonne expérience plusieurs fois avec des coachs, en fait, qui étaient un petit peu dans leur tour d'ivoire, qui leur mettaient la distance, qui n'allaient pas regarder ce qu'ils faisaient et qui se mettaient dans leur coin, en fait, à préparer des ateliers, des katas, des formations, des présentations, les déverser sur les équipes et les laisser se débrouiller et se noyer au niveau du code. En plus, il ne faut pas oublier que généralement, même quand on vous paye en fait un coach, généralement, la learning curve sur la pratique, on ne vous la paye pas. C'est-à-dire qu'on ne vous la donne pas en termes de temps. Hein. Vous allez devoir continuer à crouler sous une tonne de features à développer, etc. Donc, votre learning curve, vous n'avez pas le temps de la payer au final. Donc, au final, les gens, ils étaient dégoûtés parce qu'on leur dit, tu vois, TDD, c'est facile. Quand on te donne 3, tu renvoies Fizz. Quand on te donne 5, tu renvoies Buzz. Et quand on te donne 15, tu renvoies Fizz Buzz, hein, pour parler du kata. Par contre, quand ils retournaient dans leur legacy d'1,5 million de code de 20 ans, faire une itération en TDD, là-dedans, c'était pas facile. Mais comme les coachs ne voulaient pas en fait se mêler à eux, et de rester loin un petit peu comme ça, ils étaient complètement écœurés. Donc, il faut faire attention à ne pas être dans cette tour d'ivoire. Hein. Quand on est coach, le but, c'est d'aider les autres. Et d'ailleurs, au sens large, hein, quand on est craft, le but, c'est d'aider les autres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être au plus près des préoccupations des équipes, non les équerres.
Donc, c'est pour ça que quand on est coach, enfin, nous, ce qu'on préfère faire avec Yann chez Chodo, c'est de faire du coaching embarqué, c'est-à-dire de vivre ce que vivent les équipes et se mettre au même niveau qu'eux. C'est-à-dire, en tant que dev, on va coder avec eux, on regarde ce qui se passe, en fait, pour sentir leur douleur, en fait. Parce qu'encore une fois, c'est par là qu'on va réussir à apporter de la valeur aux gens, plus que la valeur théorique sur papier. Et donc, traiter tout le monde avec son égal et se mettre au même niveau et respecter chacun, quel que soit leur niveau de pratique aussi, hein, parce qu'on ne peut pas exiger de tout le monde d'être un top performer TDD. Une équipe, c'est constitué de plein de niveaux différents et la force d'une équipe, c'est la pluralité, pas une somme d'individualités, et ça, on en reparlera un petit peu après. Et comme je l'ai dit, enfin, et pour revenir au manifeste, le but, c'est de créer des partenariats productifs en aidant les autres à progresser et en travaillant aussi. Alors, dans le craft, en tout cas dans le manifeste, il y a une petite tagline en haut. En français, c'était élever le niveau. Donc en anglais, c'est rising the bar. Et cette phrase, en fait, je trouve qu'elle est très souvent mal interprétée par la communauté parce que on a l'impression que c'est un acquis, hein, qu'on a élevé le niveau, accent aigu, et puis ER. Et on se considère des fois qu'on est un petit peu au top des choses. Mais je vous rappelle hein, ce que disait le manifeste, c'est qu'il faut se considérer comme étant des aspirants artisans du logiciel, donc des aspirants crafters quelque part. Donc il y a une idée que ce n'est pas totalement atteignable, hein, parce qu'il faut s'améliorer en continu et s'adapter au contexte qui n'arrête pas de changer dans notre milieu. Surtout que là, ça a l'air d'évoluer très vite maintenant, parce que vous avez on est a priori à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle, notamment avec l'IA. On a vu déjà les pratiques de développement changer. Si vous avez déjà utilisé des choses comme ChatGPT, je suis pas en train de vous dire que ça remplace les crafters, etc. C'est pas ce que je dis, mais il y a quand même quelque chose qui change vis-à-vis de notre pratique de développement. Donc, en final, ce que dit le manifeste, c'est pas de convertir les gens au craft. Donc, c'était question de comment j'amène les gens à faire comme moi. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'aider tout le monde, quelle que soit leur culture, en fait, en leur apportant de la valeur. C'est ça que dit le craft. Hein. C'est d'élever le niveau pour tous les professionnels du développement. Et il faut faire attention à quelque chose aussi, c'est que ce qu'on dit souvent aussi dans le coaching, c'est que vous ne pouvez pas infliger de l'aide. C'est impossible d'infliger de l'aide. Et d'ailleurs, c'est très négatif. Enfin, si c'est possible d'infliger de l'aide, pardon. Mais par contre, c'est jamais efficace et les gens vont, justement, ça va les dégoûter. Hein. Donc, il faut toujours avoir le consentement des personnes en face de nous pour leur apporter de l'aide. Et rétrospectivement, en fait, c'est vrai que dans notre métier, il y a quand même un gros culte du héros. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un des héros. C'est un des personnages de The Boys, qui est un petit peu un anti-héros, l'alter ego de Superman. Et le truc, c'est que cette culture du héros, elle est du super développeur, en fait. Elle est entretenue par des personnes qui se disent être les meilleurs, etc. Mais elle est aussi entretenue et nourrie par les équipes qui ont tendance à vous faire des job dev qui encensent un petit peu cette culture du héros. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous allez avoir beaucoup de conférences, beaucoup de contenus où on compare les développeurs à des super-héros, aux Avengers, etc., etc. Mais il y a un biais là-dedans, en fait. On survalorise un des métiers du développement du logiciel, qui est le fait d'être un dev. Mais au final, tout le monde contribue au logiciel. Et il ne faut pas oublier qu'un product owner, notamment, c'est un staff, un single point of failure dans l'équipe. Hein. Et sans lui, en fait, ça va être assez difficile de savoir ce qu'attendent nos utilisateurs. Enfin, sauf si vous avez la chance d'être dans des structures où vous êtes user-facing. Moi, je l'ai déjà été. Où effectivement, là, on peut s'organiser autrement. Mais quand c'est pas le cas, en fait, vous avez besoin des ops aussi hein, qui vont vous aider à mettre en prod votre logiciel. Hein. Donc, quelque part, il faut s'entraider. C'est pas le développeur héros, en fait. Et donc, sans le métier, on n'a pas de logiciel. Sans Ops, on ne peut pas opérer nos déploiements en prod. Et donc, il n'y a pas de super-héros ni rockstar dans la tech. Et le logiciel, c'est produit par des organisations et non pas par des individus. Hein, ce sont les organisations qui les produisent. Donc, il faut arrêter de survaloriser le fait que des gens sont craft et pas d'autres, que des gens sont DevOps et pas d'autres. Ça ne veut rien dire.
Pardon, excusez-moi. Et d'ailleurs, il y a une étude de 2008, et ça, c'est un truc que je cite dans un autre talk sur la loi de Conway, qui démontre que la qualité de votre organisation a plus d'impact sur la qualité de votre code que les bonnes pratiques enfin, les indicateurs en fait de développement comme le code coverage. Donc cette étude, elle s'appelle The Influence of Organizational Structure on Software Quality Empirical Case Study, qui a été menée sur Windows Vista. Donc ça fait réfléchir. Donc l'organisation, eh bien ça compte. Alors, il y a aussi un autre truc, et ça c'est un peu lié au recrutement, c'est qu'on a tendance aussi à vouloir mettre, enfin, toujours dans ce biais du héros et des meilleurs, refaire des équipes en fait où on n'a que des rockstars, on va dire. Bah, je vais vous apprendre un truc, une équipe où vous n'avez que les meilleurs, ça ne vous fait pas une bonne équipe. Hein, pour paraphraser Bouba, que des numéros 10 dans ma team, si vous n'avez que des milieux de terrain au foot, vous n'allez pas aller très loin. Et en plus, dans cette idée que si c'est des gens qui se proclament être les meilleurs en plus, c'est des gens qui ont généralement beaucoup d'ego, et si vous mettez une somme de personnes qui ont beaucoup d'ego ensemble, généralement, ça ne vous fait pas une équipe qui marche. Hein. Donc au final, il faut oublier ça, encore une fois. Une équipe est meilleure ensemble, elle n'est pas meilleure individuellement. Et meilleur, ça ne veut rien dire, ça dépend du contexte. Hein, vous pouvez être très, très bon sur le développement d'un site e-commerce, etc. Si on vous projette dans du temps réel embarqué avec 256 kilos de RAM, je pense que là, vous allez perdre. Donc, et c'est pas grave, hein, c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Il faut arrêter cette idée survaloriser les gens par les pratiques, en fait. Et un truc aussi qui est très mal interprété venant du manifeste, c'est cette histoire de logiciel bien conçu, parce que généralement, on a réduit ça au code. Alors que le craft n'est pas que du code. Mais si on regarde toutes nos pratiques, un TDD, c'est du code, BDD, c'est du code, les katas, c'est du code, et bon, il y en a d'autres assimilés qui ne sont pas totalement DDD. J'ai vu d'ailleurs que des crafters, enfin, qui ne font pas directement du craft. J'ai vu des crafters d'ailleurs cracher sur la communauté DDD, hein, histoire de ne pas s'entraider du tout. Mais le DD, c'est peut-être le truc le plus proche qui va s'intéresser à autre chose que du code. Mais il faut se dire un truc, parce que c'est quelque chose que j'ai très souvent vu, notamment dans les gens qui veulent adopter le craft. Souvent, on me dit, ouais, attends, je vais faire du TDD, ça va améliorer les choses. Je suis désolé, mais le fait de faire du TDD, du BDD ou autre chose, en fait, ça va avoir un intérêt très limité si vous livrez qu'une fois par an. Parce qu'au final, seule la prod va vous donner du feedback sur ce qui marche pas. Si on vous fait que prendre des hypothèses, vous accumulez du risque, et vous pouvez faire ça avec une cathédrale, ça n'empêche pas que vous avez accumulé du risque, en fait. Donc, le TD tout seul, ça ne vous aidera pas à résoudre les besoins utilisateurs. C'est pas ça qui va vous aider à aller en prod. Alors, peut-être à mieux aller en prod quand vous le maîtrisez, mais il y a quand même tout un pendant qu'on ne met pas, en fait, et qu'on met de côté, qui est la prod, dans nos pratiques du craft. Donc, il faut s'intéresser à autre chose. Il faut aller regarder du côté des philosophies type, je parle philosophie, au bon sens du terme, du DevOps et autre chose, parce que ce que dit Craft, c'est un logiciel bien conçu et pas, en fait, un code bien conçu. C'est plus général que ça. Donc, il faut aller s'entraider, pas que entre devs, il faut aussi s'entraider avec les ops, avec les métiers, etc., les PO, etc. Et ce qui se passe des fois, c'est qu'on peut voir certaines positions de veto de principe chez les crafts et qui créent énormément d'animosité. On a déjà vu des crafters arriver sur des missions et dire ici, en fait, je dois toucher à Jira. Ah non, en fait, non, c'est pas mon métier, ça, c'est le boulot du PO. On ne fait pas de brainstorming. Alors non, je me lance pas dans le développement de la user story. Je touche pas à la prod. Non, c'est pas la bonne mentalité. Encore une fois, il faut s'entraider. Et il faut être ouvert en fait à autre chose. Le fait de vouloir travailler qu'avec des crafters, c'est créer un entre-soi. C'est pas faire avancer la communauté dans son ensemble. Et ça, en plus, ça va renforcer des animosités des personnes à l'extérieur qui vont vous voir un petit peu en mode
Mais pourquoi, en fait, il nous met des stops de partout, des veto de partout? Il nous aide pas, en fait, à avancer, quoi. Je crois que j'ai fait le tour sur cette diapo. Donc, quelque part, si on prend un petit peu du recul sur tout ce que je vous ai dit depuis le début de ce meet-up, est-ce que le problème principal, ce serait pas une forme d'orgueil? Parce que, en parlant de des crafters qui vont se mettre un petit peu tout le monde à dos parce que ce ne sont pas leurs pratiques qui sont utilisées en prod. Alors, pour définir l'orgueil, au sens propre du terme, c'est de croire qu'on est meilleur que les autres, et à force d'y croire, on y croit tellement fort qu'on ne laisse plus place à la critique. C'est un petit peu ça. Et on voit vraiment les gens s'énerver des fois quand on va critiquer des choses. Critiquer le fait que, par exemple, Scrum est utilisé par défaut, il y a des gens qui vont s'offusquer de ça, en fait. On va critiquer même le TDD. On va s'offusquer de ça, on va dire mais non, mais t'as pas le droit de faire ça, etc. Et les gens vont le prendre très vivement. Ils vont voir ça comme une attaque personnelle. Alors que je le rappelle, historiquement, la critique du TDD est ce qui a créé le BDD. Parce que Dan North était parti bien en tête à l'époque en disant le concept de test, ça me va pas, le TDD dans la manière dont c'est foutu, ça me va pas parce que je sais jamais jusqu'où aller, quand m'arrêter et quoi tester. Il a pensé comportement, il a formalisé le BDD et puis ça a grossi après. Donc on voit bien que la critique du TDD n'a pas invalidé le TDD, mais a permis en fait d'émerger quelque chose de complémentaire. Et aujourd'hui, dans les pratiques, on fait de la double boucle ATDD, TDD dans le BDD. Donc en fait, qui nous permet d'avoir une rationalisation en fait de la London School et de la Chicago School, où on avait ces pratiques de TDD outside in, inside out, pour ceux qui connaissaient. Donc, des fois, on avait tendance à pas savoir comment converger ou faire des mots à outrance. Donc, la critique, en fait, c'est quelque chose qui est assez bénéfique. Il ne faut pas faire une corrélation forte entre soi-même et nos pratiques. Il faut laisser la place à la critique. Quand on critique une pratique, on ne vous critique pas, vous. Moi, je suis un gros practitioner du DDD. Vous pouvez critiquer le DDD, c'est pas un problème. Je ne vais pas me sentir attaqué moi personnellement. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui vont faire des critiques non constructives, mais même si c'est non constructif, c'est pas moi qu'on attaque. D'ailleurs, c'est plus quelque chose d'évocateur d'un problème personnel de la personne vis-à-vis peut-être de traumatisme, quand ça a tendance à être virulent vis-à-vis d'une méthode que le reste. Mais c'est quelque chose, en fait, encore une fois, qu'on a peut-être on avait appris à une certaine manière à une époque avec des choses comme Egoless Programming, sur le fait que vous n'êtes pas votre code, et donc dans les codes review, il ne faut pas s'offusquer si on fait des remarques dessus, mais on a beaucoup de mal à faire ça avec nos pratiques et notamment dans le mouvement Craft. Donc, il faut garder en tête qu'aucune pratique n'est parfaite ni éternelle. Parce qu'au final, on s'améliore et tant mieux. Il y a des choses qui sont liées de dérives d'autres, il y a des choses qui sont liées de limites d'autres, il y a des choses qui vont remplacer d'anciennes pratiques, et des fois non, ça va être juste complémentaire. Et c'est comme ça, en fait, que les choses évoluent, c'est comme ça qu'on s'améliore, donc il faut être ouvert à la critique. Et c'est comme ça, en plus, qu'on va améliorer le craft. Donc il faut aussi aller chercher à l'extérieur de notre mouvement et regarder ce qui se fait. Donc pour résumer, en fait, le craft, c'est une culture dont l'humain est au centre et où le contexte, le business, le design, l'organisation et la production comptent. Et bien sûr, les relations humaines sont au centre du craft. Donc, il faut savoir mettre de côté son ego, en fait. C'est très important. Et c'est ce qui fait souvent qu'on a du mal à travailler ensemble. Et en partant de cette analyse, donc avec Yann et d'autres membres de la communauté, eh bien, on a été amené à formaliser en s'inspirant d'Egoless Programming, Egoless Crafting. Alors, ce n'est pas un nouveau manifeste. Ce n'est pas du tout un manifeste. Je vais vous montrer ce que c'est. Mais en gros, ça résume un petit peu ce qu'on s'est dit entre nous aujourd'hui. Mais ce sont des grilles de lecture. Donc là, il y a Yvan Thierry qui nous a fait une belle infographie des principes. Mais on s'est vraiment inspiré d'Egoless Programming, mais adapté en fait aux pratiques. Et le but, en fait, c'est de donner aux gens une grille de lecture personnelle sur est-ce que là, par hasard, je ne serais pas dans une démarche sans le vouloir ou c'est mon ego qui prend le dessus. Donc, en gros, Egoless, comprenez-le bien, c'est normal d'avoir de l'ego.
Ça ne veut pas dire que c'est sans ego, c'est être résilient vis-à-vis de son ego. C'est ça que ça veut dire egoless. Donc, c'est sur egolesscrafting.org, qui n'est ni un mouvement, ni quelque chose qui veut rebooter le craft, pas du tout. C'est à destination des membres de la communauté et de pouvoir identifier certains biais personnels. Donc, c'est pour soi-même et pas forcément pour pas appliquer aux autres et dire ah voilà, tu fais pas d'egoless crafting, c'est pas le but. Pour voir si on ne pourrait pas être nous-mêmes meilleurs dans nos postures vis-à-vis de la communauté et des gens qui nous entourent. Donc voilà, c'est fini pour moi. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, le craft, il faut revenir aux valeurs, quoi. Et c'est ça, je pense, qui nous aidera à faire en sorte de limiter la dérive qu'on peut voir actuellement et potentiellement réintéresser les gens à notre mouvement. Merci. Merci, Julien. Est-ce que dans l'audience, il y a du monde qui a des questions? Vous pouvez remettre vos micros si vous avez envie de parler, d'échanger, c'est possible. Non? Pas de question. Pas tomber si tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Ouais. Merci. Merci, Julien. Merci Alexandre pour l'invitation. Je suis assez aligné sur toi. Aujourd'hui, la communauté craft, elle a subi en fait de certains égocentriques, de certains personnages qui prônent, qui disent tu ne fais pas du TDD, donc tu fais de la merde. Et ça fait du tort. Ça fait du tort à la communauté. Et comme j'en ai posté quelques articles sur LinkedIn aussi sur le sujet, la communauté craft, il ne faut pas oublier, une des valeurs du craft, c'est un ensemble de professionnels qui réalisent un produit bien conçu. Et puis déjà, le craft, ce n'est pas juste du code, parce que malheureusement, je le vois souvent très concentré sur le code. Un coach craft, c'est venir pour vous expliquer à faire du TDD, du BDD, ce qui est totalement faux, en tout cas mon point de vue. Je sais que Khaled le partage aussi, mon point de vue, de la même chose. Pour moi, le craft, c'est de la compréhension du besoin jusqu'à la livraison du besoin et pas juste la partie du code. Et c'est malheureusement aujourd'hui, la plupart des coachs craft, ils viennent pour du code. Et je suis d'accord. Effectivement, c'est ça. Et même les crafters, en fait, ce qui les intéresse, c'est beaucoup du code. Et donc, après, je ne sais pas si dans les gens qui nous ont regardé aujourd'hui, si ça vous a permis de prendre un peu de recul, mais effectivement, je pense que ce que tu dis, Alexandre, c'est très important. Ouais. Donc, moi, je viens avec des sujets comme un impact mapping, du domain-driven design, et puis du cloud, de l'intégration continue, du continuous delivery, tout ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des communautés comme le DevOps qui répondent bien à cette partie-là. Mais comme tu l'as dit, il y a aussi eu un revers avec le DevOps commercial. C'est qu'on vend surtout, en fait, un rôle de DevOps qui est surtout un Ops qu'un Dev. Et puis, on vend surtout la partie la plus simple, en fait, du mouvement du DevOps, c'est-à-dire des serveurs. Exactement. Des outils. Des outils. C'est la partie la plus petite et la plus simple. La culture, c'est la partie la plus complexe, qu'on voit rarement. Ouais, et ce qui est étonnant, ce qui n'est pas étonnant, mais je ne sais pas si vous êtes en train de voir ça, mais il y a un mouvement qui s'appelle le Platform Engineering qui vous dit DevOps is dead. Et Platform Engineering, c'est des ops qui fournissent des services aux développeurs et qui vont devoir potentiellement aussi avoir des devs avec eux pour développer des UI, etc. Et tu leur dis, en fait, OK, c'est un autre angle, mais au final, je ne vois pas la différence avec. Et en plus, vous nous parlez que des ops, alors que dans le DevOps, il y avait les devs. Et en fait, au final, on a fait glisser. C'est pas qu'on a fait glisser, mais il y a un truc qui s'est accaparé et qui fait que on a complètement dénaturé cette culture. Alors que. Oubliez l'essence de base de DevOps qui est de la collaboration. C'est la Exactement. première chose. C'est la collaboration de tout le monde. Et puis, dans le craft, en fait, on n'a pas ça parce qu'on
On ne met pas en priorité, en fait, les rôles, les fonctions et tout ça. On dit simplement, on bosse ensemble. De Exactement. la livraison, de la compréhension du besoin, la livraison du besoin. Et dans la compréhension du besoin, peut-être qu'on travaille. Ce n'est pas forcément que des développeurs, mais c'est des développeurs avec des business analysts ou autres qui travaillent ensemble. La collaboration, c'est important pour la communauté craft aussi. Donc, Ouais. c'est tout. Il y a eu, pendant la période du COVID, Sonomo Nkozo est venu avec Software Modernization, où il englobait en fait le craft, le DevOps, la culture, la stratégie architecture, le domain-driven design et tout ça ensemble. Et puis, c'est du Software Modernization. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais comme idée de base. Après, il y a du pour et du contre aussi sur l'idée. Oui. Voilà. Alors ça, je t'avoue, j'ai pas du tout suivi ce qu'avait fait Sandro là-dessus. Mhm. Voilà. Ok. Fabien, tu as quelque chose à dire? Oui, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Attendez, je vais mettre la caméra, histoire au moins que vous me voyez, non? Ouais, tu vois, Oui, je on t'ai dit, doit. Ouais. Julien, il fait beau de Ah, temps. vous me voyez. Beau de Ah, je temps vois ça, il fait beau. et Il un fait temps à beau faire et il un temps à faire de l'apéro. y a même les montagnes, si vous voyez. Euh, Ouais. Donc, non, parce que j'arrive pas à Ah bah. tout ça pour dire, allô? Oui, ouais, c'est c'est bon, bon. t'entends. Oui, est-ce que le fait que justement, je vais rebondir sur le fait que aujourd'hui le craft, c'est pratiquement, on se focalise pratiquement sur le code. Euh, Est-ce que aussi c'est pas dû, et à mon avis c'est la raison principale, au fait que ce soit aussi le plus facile. Alors, je dirais pas que c'est plus facile. Le code, c'est fausse. En fait, c'est abordable, mais pas facile. Oui, alors quand je dis facile, c'est le plus abordable, c'est-à-dire que quand tu vas avoir un craft, un coach qui va arriver, c'est toujours, il va arriver avec une certaine mission et puis on va lui dire, ben voilà, tu t'occupes des devs en fait. Et finalement, c'est beaucoup plus facile pour lui d'agir dans cette sphère-là que dans une sphère plus grande qui va être d'aller au-delà sur les experts métiers, les PO, les Ops, qui sont déjà à la base dans certaines organisations déjà bien séparés. Alors, en fait, pour moi, il y a plusieurs éléments. Il y a ce que je disais sur le fait du cadre occulte des pratiques du craft destinataire du manifeste, qui étaient soit des, enfin, pour les plus techniques, à l'époque, hein, en 2000, on parlait surtout du code. Hein, c'est-à-dire que, tu vois, Domain Driven Design, c'est 2003, le DevOps, c'est 2008, si je dis pas de bêtises. Et avant ça, en fait, tu avais des DBA, tu avais des sysadmins, en fait, tu n'avais pas des bonnes pratiques sur ces parties-là. Donc, si tu veux, tu as ça, tu as l'autre côté où, enfin, moi, à l'école d'ingé, on m'a appris du code, on m'a appris un petit peu de design avec un petit peu d'architecture, mais c'était de l'architecture technique, mais on m'a appris du code. C'est-à-dire que quand tu arrives en entreprise, tu veux, je ne savais même pas gérer une version de contrôle. Tu vois, un truc comme Git, on ne l'avait pas appris à l'école. Donc, en fait, il y a aussi la manière dont on est éduqué à notre métier. Et je pense que ça joue beaucoup parce qu'on est en train de faire croire aux gens qu'être un bon ou une bonne développeuse, c'est de savoir bien écrire du code. Et quand tu regardes tous les juniors qui arrivent sur le marché, ils s'engouffrent là-dedans. C'est-à-dire qu'ils essayent de savoir c'est quoi le dernier framework le plus performant, il faut que je le maîtrise sur le bout des doigts, alors qu'au final, bah, moi, personnellement, dans mes équipes, je ne demande pas à un junior de savoir faire ça. C'est pas ce qui m'intéresse d'ailleurs. C'est la complexité obligatoire. Il faut le savoir le faire, mais voilà. Mais en fait, si tu veux, je pense que c'est un problème qui est un peu multifactoriel et qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Et un autre truc aussi, c'est que ça vient aussi d'une certaine forme de management qui va avoir tendance à rendre des devs comme étant des exécutants et à qui on leur demande de pisser du code. Donc, quelque part, si tu veux, il y a des points de focal de partout, en fait, où on essaye de recentrer le dev par nous-mêmes et de l'extérieur, en fait, que sur le code, tu vois. Alors, merci, Julien, pour dire ça. Je me posais la question, est-ce que les études ont changé? Parce que moi, quand j'ai fait les études, on m'a appris à comprendre le besoin, enfin toute l'analyse, développer, tester, livrer. On a appris de A à Z. Ça, c'était le siècle passé. C'est en tout cas comme ça qu'on apprenait l'informatique. Donc, je pense que ça dépend beaucoup des écoles, en fait. ça doit dépendre aussi beaucoup des écoles et tout ça. Donc, ça, c'est une chose. Après, toi, par exemple, moi, je viens dans les entreprises, je viens en tant que coach agile technique.
Donc, je viens pour aider à transformer l'organisation, la culture et tout ça, et amener aussi toute la partie software craft, technique et tout ça. Et c'est vrai, je rejoins Fabien, c'est vrai que quand on vient, si on vient juste pour faire du coaching craft, on est avec les développeurs. Et si on doit aller taper, aller du côté de la compréhension du besoin et tout ça, on doit aller travailler sur la culture de l'organisation. Et ce n'est pas forcément la chose la plus facile. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Et puis, c'est pour ça que, enfin, quand je me suis présenté, j'ai dit je suis coach craft. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit au final, je me présente comme un coach tech. Parce que effectivement, quand on dit craft, on va être réduit à les développeurs et le code en plus, hein, parce que quand tu commences à parler des développeurs sur les aider à aller mieux en prod, en fait, c'est pas compris forcément. Donc je te rejoins là-dessus. C'est pour ça que j'ai tendance à pas mettre agilité parce qu'il y a les gens comprennent pas agile et technique ensemble, quel est le rapport, mais je comprends pourquoi les gens s'appellent comme ça parce que c'est le principe du craft au final, hein, c'est la partie tech de l'agilité. Mais de l'extérieur, faut pas forcément très bien compris. Mais je partage. Et ce que je voulais dire vis-à-vis de ça, c'est que ce qui est assez déjà marrant, moi, pour des gens que j'accompagne, la première chose que je leur dis, enfin, ils savent que je suis là pour du craft, mais les premiers trucs sur lesquels j'ai le challenge, c'est sur leur fréquence de mise en prod. Et ils comprennent pas, en fait. Ils disent, mais pourquoi tu me dis non d'aller plus vite en prod, en fait? Alors, quand je dis plus vite, je comprends, hein, c'est d'améliorer ses pratiques pour pouvoir comment dire, livrer régulièrement en production. Alors qu'ils s'attendent à ce que on fasse du TDD d'abord. Ben non, en fait, c'est ta boucle de feedback réelle, en fait, c'est la prod. Et donc, en fait, il faut voir, ben, c'est ce que tu disais, hein, c'est pas que du code, c'est le logiciel, c'est un ensemble. Et c'est ce que je voulais faire transparaître aussi dans cette conférence. C'est moi, quand j'explique que sans les ops, on peut pas mettre en prod, sans l'analyse du métier, on saurait pas quoi faire. Et il faut pas avoir des positions de veto sur ça, c'est pas mon métier. Moi, le nombre de fois où j'ai des devs qui attendent d'avoir la user story pixel perfect avec des specs mais millimétrés, j'ai envie de dire, mais ça, les gars, en fait, ça s'appelle le cycle en V, en fait, tu vois. Donc, et puis, ce qu'on comprenait bien que quand on vous donne une user story, c'est une hypothèse de ce que tu pourrais apporter de la valeur. Donc, si on met trop de temps à valider l'hypothèse, en fait, on va investir beaucoup de risques, beaucoup de temps, beaucoup d'argent sans savoir que c'était vraiment ce qu'on voulait, enfin, ce que l'utilisateur veut. Donc, on a tout intérêt à aller en prod. Donc, au final, de pas être précis, enfin, pas être ultra précis dans les moindres détails, c'est normal, c'est ça l'agilité. Il faut expérimenter, il faut y aller. Et donc, le PO, c'est un SPOF dans l'équipe. Bus Factor, il est plus là. Vous faites quoi, en fait, les gars? Enfin, vous faites plus rien, il n'y a plus de user story qui rentre. Enfin non, en fait, c'est un travail global. En fait, pour moi, c'est pour ça que j'ai tendance à reprôner le côté où pour donner du sens au métier d'ingénierie qui est lié au développement logiciel. Hein, c'est pas que écrire du code. Hein, c'est tout ça. Voilà. Merci. Pas bien? Satisfait? Parfait. Merci. Damien, tu veux dire quelque chose? Peut-être juste une question. Je comprends complètement Egolos Programming. Et, bon, je pense que je comprends. Je pratique ça depuis longtemps. Mais quelque part, il faut aussi être fier de ce qu'on fait. Je voulais juste voir où est-ce que la fierté ça se trouve avec Egolos Programming. Ou c'est plutôt l'équipe que l'individuel. Non, 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 en fait, c'est pas exactement ça. Oui, on n'est pas qu'il faut pas être fier de ce qu'on fait, il faut être fier de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'en fait, egoless, c'est généralement mal traduit en français, c'est pas sans ego. Les Anglais, ils ont tendance à dire ego resiliency. Et donc, en fait, il faut être fier de ce qu'on fait, mais il faut pas que notre ego, en fait, écrase les autres. C'est ça, en fait, l'ego resiliency. Voilà. Donc, et je pense qu'il y a l'une des raisons pour lesquelles le mouvement craft est né, c'était une volonté de vouloir pouvoir être fier, en fait, de ce qu'on produit. Donc, il faut pas comment dire, étouffer ça. En fait, on peut avoir de la fierté personnelle, on peut avoir de la fierté d'équipe, etc. Mais ce qui est important, c'est de dire non, je suis pas en train de forcer les gens pour mon propre ego là. En fait, c'est ça, si tu veux, le twist pour moi. Et... Ouais, ça fait du sens. Merci. Merci. D'autres questions?
Oui, non. Franck, Rostand, Nils? Non. OK. Bon, bah, s'il n'y a plus d'autres questions, on va s'arrêter là. Et puis, bah, pour ceux qui peuvent venir au mois de mai sur Lausanne, bah, tant mieux. Et puis autrement, on va regarder pour trouver un autre speaker à un moment donné, pour avoir quelque chose à distance de temps en temps. Et puis éventuellement arriver à organiser un événement sur Genève. Mais ça, c'est une grande question, c'est surtout le lieu. Aujourd'hui, on n'a pas de lieu en fait sur Genève pour pouvoir faire des présentations. Donc, si l'un d'entre vous a un endroit pour, on serait heureux. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci à Julien. vous. Merci. Et puis à une prochaine, puis peut-être sur Paris si Bien sûr. je monte sur Paris. Merci beaucoup. Merci Allez, à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était super. Bonne soirée. Vraiment. Bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, pour résumer, Julien, si jamais on est au mieux du moment, on était 14-15 personnes. Ok, pas de souci. Voilà. T'as encore l'enregistrement là, au fait. Ouais, mais après, je vais couper. T'en fais pas. Ouais. Je coupe les parties qui ne nous intéressent pas. Oui. Ah non, mais après, je sais pas si on a fait beaucoup de pubs, et puis si tu dis qu'en plus on est en pleine vacances, de l'autre côté,